j'aimerais ça que tu nous parles de la courte pièce qui va mettre en situation la pièce Pygmalion pour qu'ils sachent ce qui entoure Georges Bernard Shaw en tant qu'auteur, son époque, et faire des liens avec aujourd'hui, le Québec et Montréal, puisque la pièce a été adaptée à Montréal en 1938. C'est une pièce qui vise à donner les contextes historiques, les contextes sociaux et les contextes de création aussi dans lesquels Shaw a travaillé. Il est né au 19e siècle, c'est un Irlandais, il est né à Dublin, qui est une ville assez importante en Irlande. En fait, c'est la capitale, mais elle est très importante sur le plan culturel. Et à ce moment-là, l'Irlande est une colonie de l'Angleterre, comme le Québec d'ailleurs. On a des points communs beaucoup avec les Irlandais. Et Shaw va passer les 20 premières années de sa vie à Dublin et après va émigrer avec sa mère à Londres, où il va vivre à partir de 1876. Et dans le contexte de cette pièce-là, on essaie de montrer un petit peu, ou en tout cas de faire sentir comment ça pouvait se passer pour un jeune homme d'une vingtaine d'années qui arrive dans cette mégapole-là, parce que c'est déjà une immense ville, Londres. C'est le cœur de l'Empire britannique. C'est une ville où il y a énormément d'argent qui arrive de toutes les colonies. Il y a énormément de roulements de toutes sortes. Et il y a une culture qui explose aussi dans tous les sens. Il y a une connaissance. Et le 19e siècle est extrêmement actif. Et l'Angleterre, à cette époque-là, est au summum de sa puissance. C'est une puissance qui va monter jusqu'à la Première Guerre mondiale et qui après va se décliner au profit des États-Unis en outre. Et donc, Shaw arrive au moment où cette puissance-là est au maximum et il prend conscience, à cause de sa condition sociale, c'est quelqu'un qui est quand même très sensible à la culture, éduqué. Sa mère est une excellente musicienne, une chanteuse. Elle gagne sa vie d'ailleurs en donnant des cours de musique, des cours de chant à Londres. Et il est très sensible à la difficulté pour une famille comme la sienne de survivre dans cette ville-là, parce que c'est pas facile. C'est un système impérial qui donne beaucoup d'argent à ceux qui profitent du système, mais qui n'en donne pas beaucoup à la grande majorité de la population. Il y a un quart monde, on dirait aujourd'hui à Londres, c'est-à-dire une grande partie de la population qui carrément est complètement exclue de la richesse générée par l'Empire et qui crève de faim et qui meurt dans les rues. Il y a un vagabondage épouvantable, il y a énormément de sans-abri, énormément de pauvreté. C'est la rencontre des classes riches et des classes pauvres. Ça avait marché pas loin à Covent Garden. En fait, l'opéra s'appelle pas Covent Garden, c'est le Royal Opera House. Tout le monde dit Covent Garden parce que c'est lié. Puis là, t'as la rencontre de ces gens-là très riches, très ce 1%-là. Puis autour, t'as à peu près le marché qui se déplace quand les autres sortent là, pour leur vendre à peu près tout ce qui est possible. Fruits, légumes, fleurs, n'importe quoi. C'est assez terrible et ça perdure pendant tout le 19e siècle et même jusqu'au début du 20e siècle, où tu as un écrivain américain, par exemple, important comme Jack London, qui va aller vivre au cœur de l'Empire londonien dans les années 1900 pour voir comment ça se passe quand on est à Londres et qu'on n'a pas d'argent, et qui va en revenir avec un texte bouleversant sur la misère épouvantable qui se vit dans cette ville-là. Mais qui en même temps a une richesse inouïe, incroyable. C'est des châteaux, c'est la vie monarchique, il y a une espèce de noblesse d'empire. Écoute, ils ont des résidences de campagne extraordinaires, ils ont des châteaux à Londres, ils vivent comme dans des bulles au-dessus du monde, un peu comme notre 1% aujourd'hui qui profite de la mondialisation. On se retrouve un peu avec le même phénomène à l'époque des colonisations. Et c'est un peu ce qui a motivé Georges Bernard Shaw à écrire Pygmalion, qui parle de pauvreté. Donc dans la courte pièce, tu mets en situation justement
le phénomène de comment est né Pygmalion. Oui, en fait, Shaw est dans le milieu intellectuel londonien, qui est un milieu très très vif. Bon, il y a une culture en Angleterre, en Écosse, en Irlande, qui est la culture des pubs qu'on n'a pas ici, mais qui là-bas, je dirais, tous les jours après le travail, les gens vont prendre une pinte au pub avant d'entrer chez eux. C'est très 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 commun, c'est comme une habitude culturelle, un peu comme les cafés en France. Et donc, Shaw, bien sûr, se tient dans ces pubs-là, puis tu as des pubs qui sont fréquentés plus par des jeunes. Shakespeare faisait la même chose. Et là, il y a des échanges d'idées qui se font. Et dans ces échanges d'idées-là, il y a bien sûr, disons, j'aime pas le mot, mais pas une contamination, mais il se laisse imprégner, en tout cas, par cette atmosphère-là, ces idées-là, et tout ce qui traverse sa génération. Et il y a, dans sa génération, une révolte contre la pauvreté. Qui était présent à l'époque du romantisme, mais eux autres, ils rentrent dans une autre époque beaucoup plus scientifique. Et donc, il y a Marx qui écrit une analyse très scientifique de l'histoire à travers des briques qu'on va appeler Das Kapital, donc qui fait l'analyse du système capitaliste. Et dans la génération de Shaw, c'est une nouveauté. Là. Ça s'écrit en même temps qu'eux autres sont là, et donc, bien sûr, ils en parlent. Et à partir de ça, ils en viennent à vouloir une meilleure répartition de la richesse, pour plus qu'il y ait cette inégalité-là épouvantable, pour plus qu'il y ait des gens qui crèvent de faim dans les rues, pour plus qu'il y ait d'Oliver Twist, comme l'a décrit Dickens, un écrivain qui est un petit peu un des aînés, en tout cas, de Shaw. Alors, il y a cette idée de la justice sociale, du socialisme, qui devient très important pour Shaw et pour sa bande. Et il y a Pygmalion à l'intérieur de ça, qui est un mythe. C'est un mythe grec, mais on a, bon, en fait, on a des problèmes beaucoup parce que on n'en entend parler qu'à travers les textes d'Ovide. Les Métamorphoses, c'est le 10e texte des Métamorphoses, mais on n'a pas l'original grec. Parce qu'il y a eu une destruction épouvantable. Saint Jérôme, quand il a pris le pouvoir au début du catholicisme, quand la Rome est devenue un catholicisme, je pense, catholique officiellement, c'est-à-dire chrétienne plutôt, pas catholique, mais chrétienne au 2e siècle, ils ont brûlé tous les philosophes grecs. Jérôme a fait brûler tous les philosophes, les penseurs, les mythes, tout ce qu'il pouvait. Et donc, il y a eu une destruction gigantesque, et donc on n'a pas l'original. Tout ce qu'on a, c'est une version d'Ovide de ce mythe-là, et là, après, il y a eu Rousseau en a fait des versions. Ce qu'il faut comprendre aussi avec les mythes grecs, c'est que c'est des choses qu'on vit. C'est pas eux qui ont inventé quelque chose, c'est quelque chose qui parle de ce qu'on vit en tant qu'être humain. Et on n'a pas tellement changé entre les deux oreilles, même si on a des téléphones intelligents. On fonctionne émotivement de la même manière qu'on fonctionnait chez les Grecs, et on a à peu près les mêmes visages. On a juste à changer de costume, puis c'est à peu près ça. Les coiffures changent, mais le reste est à peu près intact. Et donc, Pygmalion raconte l'histoire d'un sculpteur, et qui est un peu un fantasme au niveau de la création, c'est-à-dire qu'il s'investit tellement dans son œuvre que son œuvre devient une sorte de miroir idéal de la beauté, si on veut. Et il aimerait que cette œuvre-là prenne vie. Et c'est ce qui arrive dans le mythe. Elle reprend, enfin pas elle reprend, elle prend vie devant lui, et bon, évidemment, il en devient amoureux. Dans Pygmalion comme tel, c'est une femme qui sculpte, et donc elle devient sa compagne, et donc là, ils ont développé une relation à l'intérieur de ça. Mais c'est l'idée de quelqu'un qui a suffisamment d'influence, si on regarde la métaphore de Pygmalion, sur quelqu'un d'autre qui peut la transformer. Et c'est ce que Shaw va faire avec son Pygmalion qui est Higgins dans l'histoire. Il trouve quelqu'un qui est une espèce de matière brute, qui n'a pas d'éducation, qui n'a rien. C'est un bloc de marbre quand il trouve Elisa, et il va la rendre absolument magnifique.
ça devient la beauté, l'intelligence, le raffinement, et elle prend vie sous lui, et donc c'est sa créature d'une certaine manière. Est-ce qu'on sait pourquoi il a appelé ça Pygmalion, étant donné que c'est pas l'histoire d'un sculpteur, il n'en tombe pas amoureux, même si dans tout ce qui a suivi, on sait qu'il y a eu plusieurs adaptations pour le cinéma, My Fair Lady, entre autres, qui fait en sorte que Henry Higgins tombe amoureux de la jeune fille, mais Georges Bernard Shaw ne voulait pas ça. Il voulait Alors pas pourquoi ça, avoir appelé sa pièce Pygmalion si finalement il ne fait pas comme le mythe et en faire son amoureuse? Ouais, le mythe où il tombe vraiment en amour, ça c'est beaucoup Jean-Jacques Rousseau qui va le développer avec Galatée, Pygmalion Galatée, où là elle devient une femme, elle devient sa compagne. Dans le mythe original, elle prend vie dans le conte d'Ovide, mais c'est... Il n'y a pas d'histoire d'amour. Il demeure toujours, si tu veux, elle demeure toujours sa créature. Et donc, elle a une soumission par rapport à lui, que tu retrouves moins chez Rousseau. Bon, mais Rousseau, c'est l'époque des Lumières, Dieu n'existe plus. Il y avait, à l'époque où Ovide a écrit son Pygmalion, cette idée, c'était pas le monothéisme, il y avait plusieurs dieux, et donc c'est Vénus, qui est la déesse de l'amour, qui décide de comment les amours se passent. Et c'est Pygmalion qui supplie Vénus de lui donner une compagne parce qu'il ne trouve rien dans la ville qui fait son affaire. Là, il y a toutes sortes de rumeurs sur, ça des femmes de mauvaise vie, etc., etc. Et bref, elle exauce son vœu. Il y a les filles de Carfé, il y a plusieurs histoires qui se complexifient à l'intérieur de ça. Mais c'est Vénus qui exauce son vœu et qui lui donne Pygmalion. Et donc, dans l'esprit d'Ovide, les humains sont un peu les jouets des dieux et des demi-dieux. Et donc c'est Vénus qui s'amuse un peu avec Pygmalion, et Ovide n'est pas responsable, pas Ovide, mais Pygmalion est pas... Il est le jouet de Vénus à l'intérieur de ça, comme l'est sa sculpture qui prend vie. Et ils sont un peu sous le joug de ça. Alors que Rousseau, c'est très différent, elle est déjà beaucoup plus indépendante, et que dans l'esprit, en tout cas, de Shaw, Higgins est un riche, est un noble, il fait partie du 1%, mais c'est un scientifique. Et comme scientifique, il est entièrement imprégné de sa science, et sa science devient une espèce d'ornière en dehors de laquelle il ne voit pas le monde. Il voit le monde uniquement à travers sa science. D'ailleurs, il est toujours en train de noter, il écoute des accents un peu partout. Et donc, il a un caractère un peu inhumain. Et c'est un peu le scientifique froid qui n'a pas d'émotion et qui ne peut pas conséquemment tomber en amour avec elle. Ce que dans la version américaine, ils vont dire non, 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 ça nous prend une histoire d'amour. Enfin, dans le musical, et là, il va tomber en amour, mais pas là-dedans. Le côté humain, il vient beaucoup plus du major Pickering, qui lui a voyagé, a vécu, il a souffert. Et lui qui ressent ce que la jeune fille Elisa vit. Mais l'autre, pas du tout. Pour elle, lui, c'est un objet scientifique. C'est un papillon, puis on examine les ailes bleues, puis s'il faut arracher une aile, il n'y aura aucune hésitation pour faire son expérience. Et donc, il conserve ça parce que la science fait des erreurs. La pièce est écrite en 1912. Le Titanic n'est pas loin. La science n'est pas parfaite. Elle fait des erreurs, puis elle n'est pas nécessairement toujours au service de l'humain. On va le voir un petit peu après. Chaplin, par exemple, dans Modern Times, montre les exagérations de la science, où l'humain n'est plus qu'un rouage de la machine dans l'usine. Et c'est un peu ce côté froid de la science-là que Shaw dénonce à travers son Higgins. Puis ça pose des questions aussi sur le personnage féminin de Pygmalion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec une femme qu'on sort du trou, de la rue, des trottoirs,
et qu'on transforme en grande dame, mais qui, économiquement parlant, est encore dans la rue, là, elle n'a pas d'argent. Ouais. Même si elle est éduquée, elle n'a pas plus d'argent. Elle n'a pas plus d'argent, c'est une fabrication. Puis tu vas avoir en même temps une autre gang, là, où il y a encore beaucoup d'Irlandais. Shelley, le grand poète, a une blonde, son mari, donc elle s'appelle Mary Shelley. Elle a créé Frankenstein. Qui, elle, va pour prouver à la gang de gars qu'elle est capable d'écrire aussi, mais c'est pas de la poésie, c'est ça, elle va créer Frankenstein, qui est aussi Pygmalion. C'est-à-dire un docteur qui, en rassemblant des parties d'êtres humains, réussit, grâce à la science, à lui donner vie. Mais là, dans cette version-là, il perd le contrôle de sa bête. C'est-à-dire qu'il lance une bête très laide dans le monde, et à cause de cette laideur-là, elle devient complètement... Parce qu'elle est rejetée, elle n'est pas aimée. Elle est rejetée. Et ce qui est oublié dans le Frankenstein, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que le fait que cette bête-là, laide, reconstituée, a un cœur, elle a des sentiments. Elle a des émotions. Et le scientifique n'a pas pensé à ça. Comme Higgins. Exact. Comme Higgins. Et donc, c'est une espèce de rejet, ou le mot anglais reject, c'est-à-dire de quelqu'un qui est mis au banc de la société à cause de son apparence physique, mais en même temps, c'est un colosse d'une force exceptionnelle et qui est bon, fondamentalement. Et là, tu as tout un rapport sur les apparences. Et donc, elle a écrit quelque chose qui c'est le mythe de Pygmalion aussi. Mais tu vois comment est-ce qu'il se transforme à travers les auteurs, comment est-ce que les auteurs l'interprètent. C'est juste pour te dire qu'entre le mythe grec original, qui est disparu, et ce que Ovide a fait, il y a aussi eu une métamorphose. Lui, il s'est intéressé à ce mythe-là à cause du thème de son recueil, finalement, où la métamorphose amène la transformation. Et Pygmalion, ben, tu passes du corps de marbre à la chair, donc tu deviens vivante, et donc il y a évidemment une métamorphose à l'intérieur de ça. Donc, dans la courte pièce, qu'il y a d'intéressant, c'est que, bon, oui, on explique, il y a une petite partie qu'on explique de l'histoire, du mythe, d'où est parti l'embryon, qui est devenu ensuite l'œuvre de Bernard Shaw, qu'on a transposé, adapté à Montréal en 1938. C'est ça. Et là, ce qu'on retrouve dans la courte pièce, évidemment, c'est les rapports avec ce qui se passe aussi ici à Montréal en 1938, comme ça pouvait se produire à Londres en 1910, oui, 1913. Tu vois, Montréal est depuis la colonie en tout cas, est une ville britannique, est une ville de l'Empire britannique, dans laquelle il y a une sorte de gouvernement. Bon, on a officiellement une unification du Canada en 1867. C'est la Confédération qui est créée autour d'un train qui traverse le pays, qui permet un échange entre les colonies britanniques. Montréal devient une métropole extrêmement importante à l'intérieur de ça, une sorte de pivot économique. Et dans les années de la Première Guerre, il va y avoir une urbanisation massive de la population francophone qui était surtout rurale au 19e siècle. Bon, là, il y a beaucoup d'explications historiques à ça. Il y a tous les mouvements de libération pour la représentation, le suffrage universel, avec les patriotes dans les années 30, l'écrasement de ce mouvement-là, la disparition des élites, l'exil, très très dur. On a perdu le tiers de notre population dans les années 30. C'est énorme, les gens crevaient de faim, ils n'arrivaient pas à vivre. Et le pouvoir, qui était religieux, va lancer les grandes campagnes de colonisation, mais cultiver de la tomate en Abitibi, ça n'a jamais marché bien fort. Et donc, il y a énormément de pauvreté, les gens se découragent, les gens quittent, disparaissent, vont aux États-Unis surtout, où tu as des villes qui sont presque à majorité, certaines sont même à majorité francophone pendant un bon bout de temps. Il y a des journaux, les radios vont arriver là-dedans, francophones. Tout le nord, le nord-est de la Nouvelle-Angleterre va être extrêmement nourri par notre hécatombe. Et ceux qui restent, qui travaillent sur les fermes, tout ça, vont rapidement s'industrialiser au début, à la fin. Ça commence le mouvement à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et
Et la guerre va arriver, la guerre va bien sûr faire exploser les structures sociales. Les femmes rentrent dans les usines, les hommes sont partis au combat, tout ça, ce qui fait qu'à la fin de la guerre, il y a une période de reconstruction. Il faut reconstruire l'Europe qui a été démolie, détruite en grande partie. Et cette reconstruction-là de l'Europe va donner à l'économie un élan extraordinaire. Il faut voir que les guerres, c'est des choses qui brassent les cartes. Et la richesse qui est détenue par un petit groupe quelque part, pouf, tout ça change dans les guerres, puis ça se transforme. Et dans la première, l'Empire britannique, c'est à toute fin le début, à toute fin, c'est le début de la fin de l'Empire britannique, et le pouvoir va déménager aux États-Unis, qui vont entrer dans cette première guerre-là, et qui vont être les grands gagnants, qui vont refinancer la reconstruction de l'Europe. Et donc, les États-Unis prennent un essor extraordinaire. Et nous, ici, colonie britannique, on va prendre aussi un essor extraordinaire dans les années 20. Et jusqu'aux années 30, il y a un phénomène de surproduction. C'est-à-dire qu'on produit, et on produit trop. Montréal est quasiment la deuxième ville la plus grande au monde à ce moment-là. Peut-être pas au monde, là, mais c'est une capitale importante. On est encore dans l'Empire britannique, un petit peu un pied dans l'indépendance, un pied dans l'Empire, on reste dans le Commonwealth, et on produit, on envoie énormément de choses en Angleterre, mais on est quand même tributaire énormément de l'économie états-unienne à ce moment-là. Les échanges ont commencé, on a beaucoup de parents et de familles aux États-Unis, il y a des liens qui se tissent extrêmement forts. Donc, notre économie qui était très liée en Angleterre devient très liée aux États-Unis. Il y a une transformation qui se fait gigantesque. Et le crash arrive à cause d'un petit peu ce qui s'est passé dans le crash de 2008 aussi, une surspéculation, surproduction, et tout à coup, il y a comme un vide financier, et pouf, ça s'écroule comme un château de cartes, très très rapidement. Et là, nous, qui étaient à la périphérie de cette euphorie monétaire-là, la périphérie dans le sens qu'on était beaucoup liés aux matières premières. Quand les matières premières, la demande des matières premières s'écroule, nous, on est fini. Ça va être beaucoup plus dur pour le Québec et pour le Canada en général de se remettre de la crise de 29 que pour les autres pays. Ça va vraiment là, nous mener jusqu'à la fin des années 30. Et donc, là, c'est pas drôle. C'est Oliver Twist qui revient, c'est la misère noire. Il existe une étude faite par un anglophone sur la pauvreté à Montréal, classe ouvrière et pauvreté, où on voit, on en parle dans la courte pièce, des conditions de vie déplorables dans les quartiers ouvriers de Montréal. Déplorables. Tu as Gabrielle Roy aussi qui va écrire un roman absolument extraordinaire qui s'appelle Bonheur d'occasion, où elle décrit la condition des ouvriers dans ces milieux-là. Et c'est l'ensemble de la population francophone qui connaît ça, parce qu'on n'a pas encore vraiment de bourgeoisie. On a un très petit groupe, mais pas assez pour relancer l'économie en tout cas. Et c'est l'enjeu aussi de Georges Bernard Shaw dans sa pièce qu'il a écrite en 1912 oui. en Irlande par rapport à la pauvreté et à la richesse. Oui. Et si je l'ai transposé à Montréal en 1938, pour moi, il y avait un rapport. Oui, on se retrouve exactement dans les mêmes conditions de pauvreté au moment où Shaw met les pieds en Angleterre, à Londres. La pauvreté est endémique. En Irlande, c'est épouvantable aussi. Il va y avoir énormément de révoltes en Irlande. Mais en Angleterre, c'est endémique, il va aussi y avoir beaucoup de révoltes. Et la création de partis politiques comme le Parti travailliste anglais, qui est lié à la société dont faisait partie Shaw, la Fabian Société du nom d'un général romain, qui visait à rétablir un peu l'égalité sociale. Et dans le Montréal des années 30, tu as des mouvements socialistes importants qui vont se former. Des mouvements communistes aussi, qui vont essayer de rebrasser les cartes pour une meilleure répartition de la richesse. Et le pouvoir politique va pourchasser
mouvement-là, dit de gauche, parce qu'on a peur que surgisse de cette misère-là une révolution, comme celle qu'il y a eu en Russie, et comme celle qui se prépare peut-être dans d'autres pays. On a extrêmement peur des mouvements socialistes, des mouvements de gauche, et on va les réprimer, et ça va devenir, chez les États-Unis en août, une répression très féroce, à partir des années 50, là, avec toute l'histoire du macarthéisme, où on fait une espèce de chasse aux sorcières à travers tous les États-Unis, de tous ceux qui ont pensé plus ou moins à gauche une meilleure répartition de la richesse. Et si Shaw avait vécu aux États-Unis à cette époque-là, il aurait probablement dû connaître le chemin de l'exil, comme Chaplin d'ailleurs a dû aller s'exiler en Suisse. Il était mis à porte d'une certaine manière, alors que c'était une immense star. Par rapport à la langue qui est exploitée dans Pygmalion, l'adaptation québécoise, Oui. on passe de l'accent joual, parce qu'on est à Montréal, Oui. c'est un accent qui a été créé Oui. sur Montréal, en Oui. fait. Oui. Et les Higgins, Oui. bon, son père est d'origine britannique, sa mère est canadienne-française, dans l'adaptation tout le temps. Ouais. Et eux, quand même, ont un français soutenu. Et ça me fait penser que quand Gratien Gélina, notre père du théâtre québécois, a commencé à écrire, il était regardé un petit peu comme étant il était boudé. Oui, il était boudé par la haute société. Tout à fait. Et il y a eu après ça le pont avec Marcel Dubé, Oui. qui lui écrivait, parce que tout ce qui se jouait sur Montréal était beaucoup français, Oui. venait de France, des pièces de théâtre françaises. Et quand Tremblay s'est pointé le nez, puis qu'a observé ses deux prédécesseurs, Ouais. là, il a fait un instant. Peux-tu me parler un petit peu de... Oui, il y a tout, si on fait la filière, on pourrait reparler peut-être de l'origine, pourquoi on a parlé comme ça ici, peut-être Oui, un petit peu. oui, tout à fait. Nous, on vient de France, évidemment, et à l'époque où on a créé la Nouvelle-France, les patois français étaient extrêmement importants. Toute la France ne parlait pas français. En Bretagne, on parlait le breton, etc., etc. Il y avait des patois à travers tout le pays, si on veut. Et ces patois-là se sont uniformisés à partir de la Révolution française et du 19e siècle et de l'instruction obligatoire, où là, on a fait en sorte que la France parle français. Si on parlait breton dans une classe en Bretagne, on avait un bonnet d'âne, puis on était dans le coin de la classe en punition. Là. Et donc, une francisation qui va se faire après la Révolution française, 1789. Nous, on n'a pas connu ça, on vient d'avant. Et avant, on parlait la langue du roi, la langue de Versailles, la langue comme elle se parlait à l'île de France. On parlait un excellent français parce que les gens qui sont venus ici venaient aussi de toutes les régions différentes de France. Et la langue commune est devenue le français. Le français de la cour, le français noble. Et le français de la cour, Louis XIV disait le roi, c'est moi, puis toi, viens ici que je te parle. Au lieu de dire le roi, ils vont dire juste roi. Ils enlèvent le R de leur langue. Il y a eu un bannissement des sons, comme pour ne pas se salir la bouche avec les sons royales. Mais c'était un général à travers l'île de France, en tout cas pendant la Révolution, mais nous, on n'a pas vécu ça parce que on a fait les guerres contre l'Angleterre avant. Et la conquête, on était déjà sous le régime anglais, donc on n'a pas vécu la Révolution, et donc on est resté avec ces sons-là, qui sont très, très, très purs et très, très, très français. Parce que dans ce qu'il dit, Gendron, là, à Paris, pour dire quelqu'un, à Paris, dans la haute bourgeoisie, il disait quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est hallucinant. Oui. Mais on parle ici, on parle la langue... Et traite. Oui, il cite. On parle la langue de la cour. Nous, on appelait ça ici le québécois, le joual. Non, le joual, c'est un accent montréalais. C'est un accent montréalais. Il y a eu, au départ, et c'est devenu une bataille dans les années 60,
où, dans les grandes luttes de décolonisation, il y a des écrivains qui sont mis à écrire cette langue-là dans une forme savante. Parce qu'elle s'écrivait avant. La Poune, Gratien Gélina, Tizone Junior, ils vivaient et ils jouaient dans cette langue-là. Mais elle va toucher la forme savante dans les années 60. Tremblay, c'est une forme savante. Les Belles-Sœurs, c'est du théâtre grec, c'est une tragédie grecque, c'est une construction de tragédie grecque. Et le grand scandale, pour des gens comme Jean-Louis Roux, c'est que les grandes tragédies, les grandes œuvres, ça concerne le grand monde. Et Madame Roson, ça a vu fort, ben, elle n'a pas le droit de vivre une grande tragédie. Et donc, tu ne peux pas utiliser une forme de tragédie grecque pour parler du peuple, ça se fait pas. Et le scandale du Joal, la bataille de Tremblay, c'est ça. Et de Brassard, parce que Brassard était extrêmement important. C'est même Brassard qui a amené le côté grec chez Tremblay. Ça, j'en suis convaincu. C'est évidemment cette langue-là que nous, on parlait. À la Révolution, ils ont coupé la tête au roi, ils ont éliminé la monarchie. Ils ont, bon, il y a eu toutes sortes de régimes, il y a eu l'Empire, tout ça, il va y avoir des républiques qui vont suivre, tout ça, mais l'idée de se salir la bouche en prononçant le oui du roi était insupportable pour les révolutionnaires. Et donc, ils ont transformé le oui du roi en wa. Ils en ont carrément fait un autre son, une autre prononciation. Alors, nous, on n'a pas connu ça parce qu'on est resté ici, puis on était déjà conquis par les Britanniques à ce moment-là. On n'a pas connu la Révolution française, et on a continué à dire « moi pis toi », puis... Mais c'est pas mauvais fondamentalement, au contraire, c'était la langue de la noblesse, c'était un très 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 grand français. Et si on monte un petit peu plus loin dans le temps, il y a beaucoup de mots qu'on utilise qui datent du début de la création de la langue française, en fait, moderne. Si on remonte à Rabelais, nous, les Québécois, on est capable de lire encore Rabelais dans le texte beaucoup plus facilement qu'un français contemporain. Bon, le barguinage, par exemple. Barguinage, c'est un mot français qui est utilisé chez Rabelais, que les Anglais nous ont pris par la suite. Mais nous autres, on fait encore des barguines, barguiner, c'est français. C'est rabelaisien, mais c'est plus utilisé dans le français. Bon, alors il y en a une pléthore. Il y a André Bello, qui était un grand spécialiste de Rabelais, qui a fait une sorte de dictionnaire du français de la Renaissance jusqu'à l'époque, la fin de l'époque royale, où on a en fait tous les mots qu'on utilise ici, qui sont encore vivants chez nous. Astor, bon, et donc on a cette langue-là, qui est une langue très très correcte sur le plan grammatical, extrêmement française, qu'on parle, et qui n'a pas du tout évolué comme le français, évidemment, qui a suivi la Révolution française. Et dans les années 20, 30, à la fin du 19e siècle, c'est déjà commencé, nos élites vont bien sûr à Paris, se tournent vers la France, nos élites cléricales, nos élites intellectuelles, et s'imprègnent de l'univers culturel français, et reviennent ici, et écoutent ce qu'on dit, et disent « c'est épouvantable, on parle mal ». On parle pas mal, on parle le français de Louis XIV, mais bon, ils vont juger cette langue-là comme étant une langue déficiente et liée à une sorte de dégénérescence du cerveau, finalement, on pourrait appeler, même on va dire que c'est pas du français des fois, ce qui est complètement ridicule du point de vue linguistique, et on va valoriser la langue parisienne, essentiellement. Et tout notre théâtre va dans ce sens-là. Mais le théâtre, c'est un miroir, c'est une société qui se regarde, alors elle parle comme ça, la société. Gratien Gélina, il écrit dans cette langue-là. Marcel Dubé aussi, plusieurs de ses pièces Jeune ado, par exemple, sont, je pense, à Zone, c'est dans cette langue-là qu'on retrouve ça. Mais pourtant, quand on monte un extrait ou la pièce Zone,
combien de fois les acteurs se disent, mais c'est pas disable. Faut qu'ils lident les E, faut qu'ils enlèvent les négations. Oui. Tout le monde s'arrache les cheveux. Tous les acteurs avec qui j'ai travaillé s'arrachent les cheveux quand on joue du Marcel Dubé, parce que c'est entre le français bien parlé de pièces françaises et le québécois populaire de Gratien Gélinas. Il est comme entre les deux, mais il penche plus vers la bourgeoisie, en fait. Ben, en fait, Dubé arrive au moment où la télévision naît. À la radio, c'est une autre époque. Mais il arrive au moment où la télévision naît. Et dans la mission de la télévision de Radio-Canada, il y a un rehaussement de la qualité du français. Et donc, on va se forcer à bien parler. Et bien parler, c'est la France. Et donc, on va prendre ce langage-là pour en faire une sorte de français international, finalement, qui va être la langue de Radio-Canada. Et Dubé produit beaucoup autour, enfin, dans la télévision. Il fait énormément de théâtre. Le Monde de Marcel Dubé est une émission extrêmement populaire. Et il cherche donc un langage pouvant parler du peuple, mais qui va respecter aussi les codes élevés, enfin qu'on pense élevés de cette langue-là. Française parisienne, mais pas encore québécoise, et Dubé et lui carrément sur le plan dramatique tourné vers les États-Unis. Et ses grandes influences, c'est Tennessee Williams, c'est bon, toute la grande dramaturgie états-unienne et qui plonge chez les Grecs d'ailleurs. Bon, ça c'est une autre histoire. Et donc Dubé cherche un langage qui parle à ceux qui écoutent la télévision, qui est une espèce de classe moyenne qui est en train d'apparaître à l'après-guerre et qui cherche à se détacher du langage du peuple. C'est ça. C'est Tremblay qui va faire le lien. Ouais. Et dans ce qu'on va leur présenter avec Pygmalion, on passe à quelque part de toi et moi, viens ici, avec le langage des La Violette qui sont les pauvres de la pièce. Ouais. On a ensuite une Madame de Chamberlain qui, elle, est entre les pauvres et les riches, mais qui est au milieu, qui essaie un peu de bien parler, qui me fait penser un petit peu à Marcel Dubé. Oui. J'étais un petit peu maladroit. Oui. Et on a vraiment après ça le français international, le français normatif qu'on peut dire, qui se parlait à Montréal quand tout le monde voulait comme bien parler. C'est-à-dire que qui se parlait à Montréal, Clémence de Rocher, la fille d'Alfred, dont on a parlé tantôt, a beaucoup de sketchs où elle imite ce bon parler-là. Et c'est assez étrange parce que c'est un bon parler entendu par des Québécois, des Canadiens français, comme on disait à l'époque, et qui pensent qu'ils parlent bien, mais en fait, ils parlent un français tout à fait étrange. Et en outre, dans l'univers clérical, bien parler, c'était rouler les R. Et tous les religieux et les religieuses roulaient les R. Et là, Clémence de Rocher, nous allons bien parler. Alors que les Français ne roulent pas les R du tout. Mais ça faisait partie de l'idée qu'on se faisait de « on veut bien parler ». Et quand on se forçait à bien parler, on roulait les R, ce qui est complètement ridicule. Et si vous écoutez des documentaires des Montréalais des années 50, vous allez voir comment les R roulent. Même Paul-Émile Bordua, qui parlait bien parce qu'il faisait partie d'une sorte d'élite intellectuelle, roulait les R à tour de bras. Mais il ne parlait pas vraiment comme ça en France. Mais là, puis la venue de Tremblay là-dedans, lui, il se positionne où dans la langue par rapport, c'est-à-dire exemple, à que Dubé, Tremblay, comment ça a commencé, en fait, l'histoire, c'est Brassard qui la raconte. Dans les années 50, il y avait des théâtres à Montréal. Brassard est un metteur en scène. Je pense au théâtre de la Boulangerie, puis ces choses-là. Brassard monte du grec, une pièce grecque à laquelle Tremblay assiste. Puis bon, très rapidement, ils deviennent copains. Et Brassard racontait qu'au début des années 60, ils écoutaient la télévision dans le temps de Pâques.
Et dans le temps de Pâques, à la télévision Radio-Canada passait une flopée de films autour de Jésus, puis des vies de saints, parce que bon, c'est Pâques, c'est la fin de semaine sainte. Et ils écoutaient Sainte Thérèse d'Avila, une vie de Sainte Thérèse d'Avila, un film très sérieux sur Sainte Thérèse d'Avila, en se disant en même temps que ça n'avait pas de bon sens que leur mère, qui était très religieuse, écoute ce film-là qui était fait dans une langue qu'eux autres ne parlaient pas du tout. Leur mère ne parlait pas du tout le français qu'il y avait dans Sainte Thérèse d'Avila au cinéma. Pourtant, ils écoutaient ça et ils pleuraient tout le long. Et là, ils se disaient que ça serait quand même important de faire des œuvres dans la langue que leur mère parle. Et c'est là que l'idée ou l'idée de Tremblay, qui va commencer par écrire des nouvelles et des romans, Contes de buveurs, je ne me rappelle plus tout à fait du titre, dans les années 60, début des années 60, va se mettre à écrire une pièce de théâtre dans cette langue-là, poussée par la connaissance de Tremblay de l'immense culture grecque. Et ça va donner une pièce qui va sortir le théâtre québécois du naturalisme, parce que Les Belles-Sœurs, c'est pas une pièce naturaliste du tout. C'est une pièce impossible. Il y a un cœur là-dedans. Il y a plein de manifestations de la culture grecque ancienne. Et Les Belles-Sœurs s'avèrent, sous l'influence de Tremblay, à être écrite comme une grande tragédie grecque. Une tragédie vécue par Germaine Roson, qui vit sa rue Fort, dans un quartier ouvrier à l'époque, le plateau Mont-Royal, qui est en pleine pauvreté et qui trouve une façon magique de sortir de cette pauvreté-là en gagnant des timbres à l'infini, mais qui vont tous se faire voler ces timbres avant la fin. Et donc on se retrouve avec un langage populaire de pauvres, d'ouvriers, mais une grande structure tragique grecque. Et ça fait que Germaine Roson devient un personnage qui s'élève dans son histoire, sa tragédie personnelle prend des proportions gigantesques. Et dans l'esprit de la culture de l'élite, ben, le peuple n'a pas le droit de vivre des grandes tragédies grecques. Ça, c'est les nobles qui vivent ça. C'est les dieux, c'est l'élite, c'est les rois. Pas le peuple. Et c'est ce que Tremblay fait, il fait vivre ça au peuple. Et donc, c'est sûr que les turiféraires, c'est-à-dire les gens qui sont très proches de la culture élitaire française du Québec, comme Jean-Louis Roux par exemple, vont lutter contre cette forme de langue-là effrayante. Et là, il va y avoir des débats et ça va créer un schisme dans le théâtre. Et les gens qui lisaient Les Belles-Sœurs, ça va être un impact effrayant sur la société. Aussi, en entre en cause d'une série de hasards, une des comédiennes, Mme Proulx, son mari est réalisateur à Radio-Canada et il va filmer la lecture des Belles-Sœurs au Centre de scène et théâtre, du théâtre d'aujourd'hui, et ça va être présenté aux nouvelles le soir. Et tout le Québec va entendre et voir les Belles-Sœurs le soir, la lecture. Et donc ça connaît l'impact fracassant à travers tout le Québec, instantanément. Je suis... c'est-tu français, flabbergasté? Tu m'épates. En France, oui. Si je t'habite, écoute, il n'y a pas deux personnes comme toi, il faudrait que tout le Québec te connaisse. Ça n'a pas de sens. Son chef-d'œuvre, je pense, c'est Pygmalion.